Qui préférez-vous parmi les réalisateurs qui ont commencé après vous? Oh, celui que j'aime le plus, dont je me sens le plus proche à la fois par son inspiration, par son travail, par ce qu'il est, c'est Claude Berry, manifestement. Vous avez beaucoup aimé Le Vieil Homme et l'Enfant? J'ai énormément aimé Le Vieil Homme et l'Enfant, l'autre aussi, Mazel Tov, ses courts-métrages, enfin oui, j'aime généralement tout ce qu'il fait. Quand l'une des bonnes fées du cinéma, comme François Truffaut, se penche sur le berceau de Claude Berry, il ne peut se produire que des miracles dans la vie de cet homme qui débuta comme acteur. Je suis content de t'avoir parlé. J'ai gagné. À ma façon. Allez, grouille. Lui qui faillit renoncer au cinéma, entama dans les années 60 une double carrière de réalisateur-producteur, récompensé aux Oscars et à Berlin. Il lui fait des œufs. Mais non, mon poulet, c'est pas une poule. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rien, on le mange. Et les poules, on les mange? Mais non, puisqu'elles font des œufs. Mange. Ce qui a peut-être fait ma force, entre guillemets, ce qui m'a permis de passer de comédien à metteur en scène, sans avoir, disons, les bases et la formation d'un metteur en scène, c'est peut-être que je savais écrire des dialogues. Alors vas-y, tous enfants, on est 10 000 derrière. Tuez-nous, il y en aura encore 10 000 autres. Regarde, pas mal, là, regarde. Hein. 10 ans après sa disparition, Pathé édite un sublime coffret réunissant l'œuvre de Claude Berry, cinéaste. 21 films en haute définition, dont 6 en version restaurée. Nous avons demandé à Costa Gavras, dont Claude Berry a produit Amen, et à Jean-Claude Petit, compositeur de Jean de Florette et de Manon des Sources, de nous dévoiler une partie plus intime du magnifique ambassadeur du 7e art qu'il fut, réunissant à la fois film populaire et cinéma d'auteur. Bonjour Costa Gavras et un immense merci. Quand je vous ai demandé de venir parler de Claude Berry, je vous ai dit quel est le film de Claude qui révèle le mieux ce qu'il est, et spontanément vous m'avez dit Le Vieil Homme et l'Enfant de 1967. Alors pourquoi Le Vieil Homme et l'Enfant dit le mieux ce qu'est Claude Berry? Parce que d'abord il a écrit lui-même. Et en plus il parle de quelque chose qui le touchait profondément. Et en plus, pire, c'était mieux, à cette époque-là, il y avait des gens qui disaient non, il ne faut plus parler des Juifs. Oui, parce qu'on resitue, Costa, c'est l'histoire d'un enfant juif pendant l'occupation. Qui est envoyé à la campagne. Oui. C'est un vieux réactionnaire, qui est Michel Simon. En novembre 1943, j'étais déjà juif. Mais tu veux tous nous faire arrêter? Tu veux notre mort? Et pour toi, c'est mieux que tu ailles à la campagne. Seulement, il ne faut pas leur dire la vérité. À toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Juifs, Pépé? À moi, rien. Il manque un coup de ça. Les relations des deux, ils sont absolument extraordinaires parce qu'on découvre une France, du début du siècle dernier jusqu'à la guerre, etc., jusqu'à après, cette espèce de rejet du juif, sans savoir pourquoi, sans avoir juif dans son village. Et ça, c'est quelque chose qui venait vraiment du fond du cœur de Claude, et c'était le premier film. Et ça, c'était la grande difficulté qu'il a affrontée et qu'il a réussi d'une manière magistrale. C'est un film presque autobiographique. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 10 ans. Je suis juif, j'ai été caché chez un couple d'antisémites qui ne savaient pas que j'étais juif. Et je me suis beaucoup amusé. C'est-à-dire que comme ils étaient très gentils avec moi, et que j'étais encore un enfant, j'ai transformé l'antisémitisme en jeu. Tous les jours, je disais « Mémé, parle-moi des juifs, Pépé, parle-moi des juifs ». Et ma plus grande joie, c'était de les faire parler des juifs. Pépé, parle-moi encore des juifs. Les juifs, c'est un sujet inépuisable, ça. C'est un sujet en or. Comment on peut les reconnaître? Je te l'ai déjà dit, ils sentent mauvais. Tous? Tous. Même ceux qui se lavent? Ça n'a rien à voir, ça. Cela m'avait tellement touché. Je lui avais dit combien j'avais aimé les films, et on est devenus assez amis, il faut dire, et on a continué jusqu'à la fin.
D'abord, Claude était un acteur, il n'avait pas une grande expérience de cinéaste, il avait fait un court-métrage qui s'appelait Le Poulet, mais qui a eu l'Oscar. Qui a eu l'Oscar quand même. Qui était très drôle. Mais alors, vous êtes connu à quel moment? Quand vous étiez, vous, assistant metteur en scène? Et on cherchait des acteurs pour les films de René Clair, Tout l'or du monde. Et puis, je l'avais croisé rapidement. Mais après, je l'ai vu chez les Montand. Un peu plus tard, je l'ai vu chez Yves Montand et Absolument. Simone Signoret. Absolument. Et c'est là où... Et d'ailleurs, il avait accepté de faire un tout petit rôle dans mon premier film. Compartiment-tueur. Il m'a dit aussi, je vais dans le film, je vais être avec Simone. Alors Simone descendait du train, et alors il fait les porteurs. Il apporte ses valises jusqu'à la sortie. Vous avez été assistant metteur en scène, donc vous avez eu un rapport très familier aux acteurs. Lui, il était acteur, mais il va chercher Michel Simon. Il faut se rendre compte de ce qu'est Michel Simon, c'est le panthéon du cinéma, 150 films à son actif. Ça fait 10 ans qu'il ne fait plus de films. Plus personne ne croit en lui. Il faut énormément de courage pour se dire, c'est Michel Simon. Il faut du courage et il faut de la connaissance des acteurs. Il faut aussi avoir le sens du public. Qu'est-ce qui touchait les publics? Qu'est-ce qui le public aimait une certaine vérité? Simon n'était pas un acteur caractériste, comme on les appelle, c'est-à-dire jouer un personnage. Il jouait Michel Simon. Moi, je suis pour essayer de prendre les gens le plus près de ce qu'ils sont. Et que ce soit sur leur propre matériel humain qu'ils travaillent. Donc là, c'est trop intime pour en parler avec eux. On en parle sans en parler, on n'en parle pas. C'est une complicité, c'est une relation plus indirecte. Ah, les hommes s'en foutent. Les Juifs vont revenir. Les Juifs, oh, petit madame, les Juifs. Ah là, tu sais, il faut pas t'en faire avec les Juifs, tu sais, ils peuvent pas être plus méchants que les autres, hein. Ah. En tant que producteur, vous témoignez d'un éclectisme très large, hein, de Zidi à Polanski. Oui, je trouve que ça va très bien ensemble. L'un paye l'autre. Quel est celui qui paye l'autre? Enfin, l'un finance l'autre. Oui, vous dire Zidi paye Polanski. Financer Polanski. Oui, mais un jour, ça peut être le contraire. Claude m'a toujours dit, faisons un film, on a fini par faire Amen. C'est vous qui êtes venu avec le projet? C'est lui qui vous l'a proposé? Non, moi je suis... il m'a dit, comme me disait souvent, faisons un film. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai proposé aux Américains un film qui s'appelle L'amour est mon métier, de Robert Merle. Et ils l'ont refusé, ils ont dit, le personnage c'est impossible, etc. Mais il m'a dit, mais écoute, si cette époque t'intéresse beaucoup, peut-être on peut faire Le Vicaire. Le Vicaire, c'est qui est devenu Amen. Je lui dis, mais non, je sais, moi je me suis intéressé beaucoup, les droits sont pris par des Italiens, ils ne veulent pas les lâcher. Il m'a dit non, je crois qu'ils vont être lâchés. Quel producteur il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne dès l'écriture? Est-ce que c'est quelqu'un qui est présent sur le plateau? Qui est Claude Berry, producteur? En tout cas, moi, mon expérience que j'ai, c'est qu'il a lu le scénario, il a aimé le scénario, on a changé le titre, il n'a pas beaucoup aimé le changement du titre. Non, il n'y a eu qu'une réaction qui m'a beaucoup fait rire. Quand je dis, bah, ça sera Kassovitz qui va faire le prêtre. Il m'a dit, mais Kassovitz, c'est juif. Je lui dis, mais oui, mais il est acteur aussi. Et il a dit, ah oui, tu as raison, il est acteur aussi, voilà. Mais il ne suit pas le film de près. Il appelle pour dire que ça va bien, il n'y a pas de problème, etc., et c'est tout. Il n'est pas interventionniste? Non. Et puis il a vu les montages, il a aimé les montages, et puis la suite aussi, ça s'est passé très, très bien. Ça fait bientôt 10 ans que Claude Berry nous a quittés. Pourquoi il vous manque? Il manque parce qu'il avait cette idée-là. Écoutez, quand il a fait Jean de Florette, Montand me dit, il me propose ça. J'ai dit, c'est quand même une vieille histoire, ça. Et puis ça a été vraiment... Il m'a dit, non, il insiste beaucoup, et voilà, il m'en parle très bien. On ne croyait pas. Vous n'y croyez pas non plus? On ne croyait pas. Non, Montand croyait. Montand croyait parce qu'il aimait bien de faire ce vieux bonhomme comme ça, avec ce vieux... Le papé. Oui, ce papé, ouais. Comme ça, ce vieil... Ça l'amusait, il n'avait jamais fait avant. Et Claude, il admirait Claude, Claude le fascinait. Il a fait des essais très longuement. Il a été sur place pour aller tourner. Oui, il a fait des essais d'abord avec Coluche, parce que c'était Coluche qui était au départ pressenti pour faire le personnage de Hugolin. Voilà. Et que le film prenait des proportions énormes, et tout le monde disait dans la profession, ça va coûter une fortune, c'est un film qui ne marchera jamais. Eh bien, on s'est trompés tous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise le roi des œillets. Il y a quand même une concordance entre ce livre et moi. C'est un livre qui m'a beaucoup touché. Donc, à partir du moment où disons, une sorte de sensibilité s'exerce pour, disons, mettre en scène une œuvre, je crois que c'est déjà important. Quelque part, la façon, avec, disons, la couleur, le scope, plus d'expérience de la forme, c'est pas très loin de la forme du vieux homme et de l'enfant, ce que j'ai fait. Claude Berry n'a pas de formation de cinéaste. Il est d'abord acteur, il devient réalisateur. Ce qu'il a d'affirmé, c'est son goût pour l'art. Est-ce que dans votre première rencontre, vous avez parlé, avant de parler de son film, vous l'avez senti mélomane? Pas du tout mélomane, mais par contre, il me dit, écoutez, je voudrais un thème d'un grand opéra, parce que ça va être 2 films, ça va être vraiment une histoire extraordinaire à raconter. Mais il me faut quand même une idée centrale. Il faut que vous me montriez ce que vous allez faire. Alors faire grand orchestre symphonique, forcément, pour cette histoire. Dit, mais bon, il faut que je trouve un thème. Et puis, je me suis dit, Claude Berry, ça sera pour moi le destin. Et le destin, je dis, mais il y a la force du destin. Il y a un opéra, au fait. Et le thème de la force du destin, c'est le thème que j'ai pris dans le générique de Jean de Florette et Manon d'Hirsous. Et je lui ai fait en maquette avec un harmoniciste, un ami, Jean-Jacques Milteau, qui me jouait ça. Puis avec moi au piano, il me dit « Génial, ça c'est un thème formidable ». Je dis « Oui, mais ce qui compte dans la musique de film, c'est pas uniquement le thème, parce que c'est le développement. Un compositeur, c'est un homme qui développe une idée. Et l'idée, c'est juste les 3 ou 4 premières mesures de la force du destin de Verdi. Voilà. » Et puis, il y avait surtout cette idée que j'avais de faire avec un instrument au plus près du peuple, qui est dans le roman d'ailleurs, un harmonica. Et un harmonica avec un orchestre symphonique, ça n'existe pas. Donc là, ça fait un choc émotionnel pour le spectateur dès le début du film, parce que la première note qu'on entend, c'est un grand orchestre, puis tout de suite un harmonica avec ce grand orchestre. Et l'harmonica, je vais expliquer que c'était le peuple provençal, un instrument très facile. Bon. Et puis le grand orchestre, c'est cette grande aventure de Jean de Florette. Et pendant le tournage, je suis allé sur place. Il y a eu des scènes que j'avais préenregistrées. Qui ont été diffusées sur le plateau? Diffusées, par exemple, le mariage de Manon. Je l'ai enregistré, bien sûr, avant. Alors là, il a été très convaincu. Et puis toutes les messes qu'il y avait, tous les défilés provençaux, en provençal. Il a fallu que je fasse un travail de recherche, que je les écrive moi-même et que je les fasse enregistrer avant le tournage, bien entendu. Et donc sur le tournage, ils pouvaient effectivement entendre ça et les scènes se déroulaient avec la musique. Pour faire du cinéma, il faut de l'argent. Et surtout, aujourd'hui, pour faire Les Enfants du Paradis, par exemple, il faudrait beaucoup d'argent. Et je voudrais savoir quel est le producteur en France qui se lancerait dans Les Enfants du Paradis, si tant est qu'il y ait encore un Prévert. Mais quand même, je crois que le cinéma souffre d'un manque d'ambition, que les gens de cette profession ont peur de prendre trop de risques ou de prendre des risques. Et c'est le propre du métier de producteur. Et par ailleurs, même les metteurs en scène finissent par manquer d'ambition parce qu'ils se disent de toute façon, je ne trouverai pas le financement. Claude, c'est pas un metteur en scène, c'est pas un réalisateur vraiment, c'est un producteur formidable. D'abord parce qu'il est joueur. Et quand on est producteur, on joue sa vie, pratiquement, surtout sur un film aussi cher, parce que long, et avec tous des grands acteurs.
Et donc, il était comme ça, joueur, et puis il savait réunir une équipe autour de lui. C'est un peu comme le football avec un grand entraîneur. C'est drôle de comparaison, je sais, mais enfin, c'était un meneur d'hommes, et une fois qu'il donnait sa confiance, eh bien, il laissait les gens travailler. Les gens ont envie justement de grandes histoires, de belles images, de grands acteurs, de dépaysement, de scope, de Dolby. Moi, je crois que de plus en plus, les gens iront au cinéma pour voir des choses qui sortiront de l'ordinaire et certainement pas la routine.